que ça, l'enregistrement est commencé. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame, la nouvelle présidente, Madame Tavernier, puis après ça, je vous présenterai notre conférencier. Donc, Madame Tavernier, à vous l'honneur. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui. C'est un sujet qui nous passionne tous. Donc, Monsieur Paiement, vous avez un auditoire fidèle. Les, euh, Dans le fond, les insatisfactions, ça connaît bien les comités d'usagers, les comités de résidents, les plaintes aussi. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse. Puis, d'autant plus qu'on a eu la bonne nouvelle la semaine dernière du maintien des comités d'usagers et de résidents dans le projet de loi 15. Donc, ça va c'est encore mieux de voir aussi comment tout le processus de plainte va s'inscrire dans le projet de loi 15. Fait que sans plus tarder, Claude, je vous remets la parole, puis je reviendrai à la fin de la rencontre. Merci beaucoup, Madame Tavernier. Donc, comme justement vient de dire Madame la Présidente, aujourd'hui, c'est une première étape de débroussaillage ou d'apprentissage de ce qui va advenir avec le projet de loi 15 et la gestion des plaintes. Donc, pour ce faire, on a un conférencier qui est M. Jean-Philippe Paiement, qui est commissaire aux plaintes sur le territoire du centre-ouest de l'île de Montréal. Et aussi, également, il est président du regroupement des commissariats aux plaintes et à la qualité des services sociaux depuis 2022. Donc, M. Paiement, je vous laisse la parole et je vous le dis tout de suite, il y aura une période de questions après. Et en terminant, nous avons, comme d'habitude, c'est un webinaire qui va durer 60 minutes. Donc, bonne rencontre tout le monde. Monsieur Guimond, merci beaucoup. Madame Tavernier, merci énormément. Écoutez, je suis là véritablement à titre individuel aujourd'hui. Je viens vous faire une présentation et on s'entend que cette présentation-là, la loi n'a pas été adoptée encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore en mouvement. Le ministre est encore très ouvert aux échanges avec les oppositions et avec les groupes et euh, a eu, je vous dirais, l'ouverture que j'ai peu vue à travers le temps comme ministre politicien d'essayer de changer la loi à mesure qu'il entend des critiques pour pouvoir avoir une loi qui est plus consensuelle. Donc, on s'entend que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là. Ça ne couvre pas tout, le régime d'examen des plaintes. Le régime d'examen des plaintes, ça s'étend, et les insatisfactions de la clientèle, ça s'étend sur plusieurs dizaines d'articles, c'est pas même une centaine d'articles. Ça inclut les plaintes dites non médicales, les plaintes médicales, tout ce qui est relié au nouveau commissaire national. Donc, je vais vous brosser un portrait général. On va pouvoir se reparler parce que pour l'instant, il y a à peu près une quinzaine d'heures juste sur les 80 articles du régime d'examen des plaintes. Et même si j'avais voulu tout écouter, ça n'aurait pas été particulièrement facile. C'est pas exactement c'est pas exactement l'émission de télévision la plus enlevante qu'on peut regarder à la télévision. On va dire ça comme ça. Donc, je vous fais un partage d'écran et là, vous me direz ce que vous voyez. Vous me direz si vous voyez ce que je vois. Est-ce que vous voyez your screen sharing? Donc, vous voyez ceci. Est-ce que vous voyez cela? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Actuellement, on voit la diapositive. Stop, stop share. Bon, là, vous m'excusez parce que je vais vous perdre à l'écran, bien sûr, parce que c'est le propre de la façon dont ça se fait. PowerPoint, slide share. Est-ce que vous voyez seulement la présence? Oui. Oui, parfait. Oui. Vous êtes sur mon autre écran, donc je ne perds pas. Euh, Dans le fond, la loi, c'est la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Vous vous rendrez compte que l'acronyme est beaucoup plus dur à dire que L4S. On s'en parle bientôt. Je vous dirais, quelques apprenti-pièges à passer avec vous. Donc, j'ai des avertissements. La présentation n'a pas pour but de présenter l'application du projet de loi comme s'il était en vigueur, évidemment. Là. Il n'y a aucun commissaire qui peut se prévaloir d'aucune euh,
des articles que je vais présenter. Personne ne peut même présumer de l'adoption d'un projet de loi avant son vote au Parlement. S'il devait faire ça, lui ici devrait cacher son visage. Un petit peu comme la dame ici au Parish Fashion Show de 2022. J'ai trouvé ça fascinant. Second avertissement, par contre, il est possible d'analyser l'intention du législateur et de rapporter ses déclarations publiques, évidemment. Puis comme le législateur, paraît-il, ne parle pas pour rien dire, selon nos collègues avocats, on va voir c'est quoi l'intention à travers ce qui a été écrit. Puis il n'y a aucune des dispositions qui sont applicables en ce moment, un petit peu comme la robe, c'est complètement inapplicable dans la vraie vie. L'autre avertissement, certaines choses ne devraient pas faire l'objet d'aucune présentation publique avant qu'une autorité officielle ne l'ait autorisée, comme cette robe, évidemment. Et concentrons donc nous sur l'essentiel de ce qu'est le projet de loi 15. Le projet de loi 15, son intention, c'est l'efficacité. On comprend et là, vous voyez cet acronyme ici, là, en plein milieu, le LVR-SSSPE, comme étant la nouvelle loi sur la santé des services sociaux. La L4S, celle que l'on connaît, ne sera plus applicable. Elle va être transformée en d'autres choses. Elle va être transformée comme une loi qui va s'appliquer seulement à quelques territoires nordiques. Le projet de loi 15, en bref, c'est quoi? C'est 1180 articles, 305 pages, 35 lois modifiées, 114 mémoires déposées lors des consultations. Puis ça, c'était juste au mois d'août. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup plus de discussions que ça. C'est aussi près de 300 pages d'amendements qui ont été faits jusqu'à maintenant. Ce qui me paraît tout à fait énorme. Il y en a qui parleraient même d'un mammouth. Le but de la loi est de créer l'Agence de santé Service Québec. Service Québec va s'insérer entre le réseau de la santé et que l'on connaît actuellement et le ministère. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des particularités à ça. Tous les employés du réseau de la santé vont travailler pour Santé Québec. Les établissements territoriaux vont être des espèces de coquilles gérées par des PDG. Je ne dirais pas des coquilles vides, mais des coquilles quand même, là, dans le sens où le réseau va exister, mais sous une autre forme. Et le ministère, lui, va devenir très, en anglais, on appellerait ça très policy. Il va s'occuper des politiques publiques, les lois, va être beaucoup moins opérationnel. Et ce serait Santé Québec qui serait opérationnel au terme de la loi. Donc, le but est véritablement ça. Il y a des changements dans cette loi-là, évidemment. L'intention ministérielle, ça, c'est ce qu'on appelle l'intention ministérielle. Dans chaque loi provinciale ou fédérale que vous analysiez, là, chaque projet de loi, allez voir les notes explicatives, mettons des 2 premières pages. Ces 2 premières pages-là vont vous donner l'intention réelle du législateur, l'intention ministérielle, si on veut. Donc, la loi sur la santé et les services sociaux, elle a été modifiée à plusieurs reprises, puis il y a eu des lois modificatives. On se rappellera de la transformation qu'avait fait le ministre Barrette en 2015 en morcelant ou en transformant les agences en les CCSUS que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est une loi modificative. La loi de base est toujours restée la loi sur la santé et les services sociaux et les différentes lois qui sont dans la constellation, la réglementation qu'on a alentour de la loi sur la santé et les services sociaux. La loi sur la santé et les services sociaux date de 1991. Donc, quand même, ça faisait un moment que la loi n'avait pas été refondue en entier. Le ministre et le ministère se sont échinés à, je dirais, pondre ou rendre au public une loi qui se veut dans la modernité. Je vous dirais au point 11 sur 12, je crois, dans les diverses mesures pour atteindre l'objectif d'encadrement de système, faciliter l'accès aux personnes, renforcer la coordination, il y a, au point 11, établir un régime d'examen des plaintes à l'égard des services qui relèvent d'un établissement public titulaire d'une autorisation, incluant un établissement privé ou d'un autre prestataire de services auquel Santé Québec verse des sommes d'argent et prévoir la nomination du commissaire national aux plaintes et à la qualité des services. Ça, c'est nouveau en soi que le régime d'examen des plaintes et que les commissaires soient nommés et qu'un commissaire national soit nommé.
Parce que si on fait l'histoire des commissariats, si on fait l'histoire des commissaires, on part de certaines batailles qui ont été faites dans la communauté, par la communauté et par les comités d'usagers à une époque pour avoir une instance neutre, indépendante. On ne dirait pas neutre, on va dire indépendante, qui va s'assurer de prendre les plaintes et qui va s'assurer de les régler, okay, pour améliorer la qualité de service. Ça n'a jamais été punitif, ce n'est encore pas dans cette loi-là. Mais c'est des additions à la loi sur la santé et les services sociaux. La mission des commissaires et des commissariats, je vais parler plus de commissariats que de commissaires parce qu'on n'est plus seul dans nos établissements, hein, les petites équipes maintenant, un petit peu partout au Québec. Cette mission-là est un peu, je dirais, écartelée à travers différents documents, différentes lois, différentes sources d'informations. Et là, pour la première fois, on va avoir une information qui est toute au même endroit. On va voir un peu avec les articles, je vais essayer de les lire avec vous. J'ai fait un choix. Et là, je vous dirais, c'est peut-être pas le choix que vous auriez fait, mais j'ai fait un choix d'à peu près une dizaine d'articles qu'on peut regarder ensemble, qui ont un truc particulier, je trouvais à l'intérieur, qui serait intéressant de vous mentionner. Donc, pour la première fois, le législateur, dans l'intention, il y a l'intention d'efficacité, et une des mesures qu'il prend pour cette efficacité-là, c'est de créer un commissariat national aux plaintes et de nommer le régime d'examen des plaintes comme étant une de ces mesures d'efficacité-là. Et le ministre n'a cessé de dire publiquement, qu'ils sont en commission parlementaire, quand le regroupement des commissaires, des commissariats est passé en commission parlementaire en avril, n'a cessé de dire qu'il veut entendre parler des plaintes, que le ministre doit entendre parler des plaintes, qu'à l'intérieur de Santé Québec, il doit y avoir un espace pour parler de ça. Donc, voilà. Une autre intention, à l'intérieur de la partie 7, titre 1, chapitre 1, et là, je ne vous ferai pas un cours de droit, mais chaque loi a ses parties. Ça, c'est la partie qui est liée aux plaintes, le titre 1. Chapitre 1, c'est le dépôt des plaintes au commissaire. Il y a un chapitre 2, je pense, c'est pour les médecins examinateurs, bon, etc. On suit. Je n'irai pas jusqu'au médecin examinateur, je ne suis pas allé jusque-là. Je vous dirais que ça me prendrait un temps assez important pour pouvoir ça se faire. Mais l'intention ici, et ça transparaît dans les communications qu'il y a en commission parlementaire, le ministre veut de la transparence et veut de la communication. Et la transparence avec qui? La transparence avec l'usager, c'est lui qui déporte plainte, et la communication avec cet usager-là. Puis on va voir comment ça transparaît dans les articles et les amendements qui ont été apportés. Déjà, rappelez-vous que dans la loi actuelle, c'est le commissaire qui a l'obligation de sa propre promotion. Hein? Ça veut dire que moi, j'ai le poids de faire la promotion, non seulement du régime, mais de ma fonction. Pas en plus de m'assurer que je suis indépendant. Pas en plus de m'assurer que ça se fait en 45 jours. Donc là, le législateur ici a voulu, ou voudrait, je veux dire voudrait, comme ça va être une meilleure production, voudrait, si la loi est adoptée telle que celle-là, que ce soit l'établissement qui fasse la promotion des droits et non qui fasse la promotion des droits et obligations des usagers et qui assure la promotion du régime. Donc, moi seul, commissaire dans un établissement où il travaille 12 000 personnes, j'aurais plus l'obligation seule de pousser la machine à faire la promotion. Je vais pouvoir dire, fais-la à ma place. Puis voici comment je veux qu'elle le soit. C'est tout nouveau. Ça nous donne. Je vais peut-être prendre les questions à la fin, M. Foucault, si vous le voulez bien. Si vous avez un papier et un crayon, prenez une note vite ou écrivez-la dans le chat. Tiens, êtes-vous capable de l'écrire dans le chat? Si c'est le cas, écrivez votre question là. Ça va être plus simple parce que là, je suis à la première slide de 12. On ne finira pas. Je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc, on finira jamais la conversation. Donc, ça, déjà, ça, c'est une nouveauté. C'est diffuser l'information sur les droits et les obligations. De mémoire, l'établissement avait une obligation, je dirais, molle de le faire. Là, l'obligation est en dur. Ça, c'est un des avancements voulus par le législateur. Va être créé à l'intérieur de Santé, serait créé à l'intérieur de Santé Québec un comité national de vigilance
et de qualité. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, chaque conseil d'administration actuellement a un comité de vigilance et de qualité. Ce comité de vigilance et de qualité-là s'assure de faire le lien entre le commissaire ou les instances qui émettent des recommandations et le conseil d'administration. Ici, il va y en avoir un comité de vigilance et de qualité, mais au niveau national, au niveau de tout le Québec au complet. Et dans le fond, le commissaire national qui va être créé, qui va bientôt être mon patron, va siéger à ce comité-là et ce comité-là va s'assurer à ce que le commissaire national ait l'argent pour pouvoir fonctionner. Parce qu'on s'entend, une des façons de faire, que vous le voyez probablement dans vos propres comités, une des façons de faire pour pouvoir faire taire une voix dans toute administration publique est d'éviter par tous les moyens de le financer. Je ne dirais pas ici de ne pas le financer. Je dis éviter de le financer puisqu'on a d'autres opérations plus importantes à faire. Dans un cas comme ça, il est prévu que le commissaire national soit financé à travers l'organisation nationale. Puis, éventuellement, les commissaires, mettons, on les connaît sous commissaires locaux, là, mais les commissaires aussi, évidemment, c'est ce qui semble être prévu. Bien sûr, ça pourrait changer, mais c'est l'information qu'on a pour l'instant. Quand on lit la loi pour la première fois, il y a une fois où on dit ben, la gestion des plaintes doit être faite par l'établissement. Là, on fait bon, ben, si les commissaires ne relèvent plus de l'établissement, pourquoi la gestion des plaintes, c'est l'établissement qui l'a encore? Bon, dans ce cas-ci, la confirmation, c'est que la gestion des plaintes, ça vise les recommandations des commissaires. Ça ne vise pas la gestion au quotidien, ça ne vise pas l'arrimage du commissaire avec l'administration. Ça ne vise pas ça. Ça vise simplement que les recommandations soient vues, entendues et qu'il y ait une action prise par l'établissement. Et là, bienvenue dans la soupe aux lettres. Bon, ça, confirmation que le commissaire aux plaintes à la qualité des services et que le régime d'examen des plaintes relève du commissaire national aux plaintes et de Santé Québec et non de l'établissement issu de Santé Québec. Ça, ce que ça veut dire en gros, c'est que le régime d'examen des plaintes n'est plus au niveau local, il va bientôt être délocalisé vers le national. Le commissaire national aux plaintes, la façon dont il est nommé dans l'intention législative pour l'instant, bien qu'elle ne soit pas autorisée par le Parlement encore, suggère que le commissaire national aux plaintes soit responsable d'un règlement d'examen des plaintes national et qu'éventuellement, il va y avoir je n'utiliserai pas le bon terme, je ne pense pas que c'est dit comme ça, mais il va y avoir une conformité, il va y avoir une conformisation de la façon dont les commissaires vont opérer leur bureau, puisque les règles seront désormais nationales, sont plus locales. Donc, on peut déjà entrevoir ou projeter que si la loi était adoptée telle qu'elle a été présentée pour l'instant, avec les amendements, ça donnerait ça. Évidemment, ma pratique va changer, la pratique de mon voisin dans le nord de l'île de Montréal va changer. Dans les Laurentides, ça va changer. Dans la Abitibi, ça va changer. Et éventuellement, on va avoir un régime d'examen des plaintes qui va être appliqué de façon très standardisée à travers tout le Québec. Ça ici, c'est la nouvelle définition de qui peut porter plainte. Okay? C'est une définition généraliste. Et on s'entend ici, c'est une définition projetée. La définition projetée, celle qui arrivera, si le projet de loi 15 est adopté de la façon dont il est lu aujourd'hui, c'est que toute personne peut formuler plainte à Santé Québec, une plainte à l'égard des services de santé et des services sociaux qui relèvent d'un établissement public. Toute personne peut également formuler à Santé Québec une plainte à l'égard des services du domaine de la santé et des services sociaux qui a pour fonction de fournir le titulaire d'une autorisation, le prestataire auquel Santé Québec verse une somme d'argent. Ça, ce que ça veut dire, le premier paragraphe, ça veut dire établissement public. Le deuxième paragraphe, ça veut dire
soulage d'une autorisation, ce serait, si j'ai bien compris, je ne suis pas 100% sûr, mais ce serait une RPA, une résidence pour personnes aînées, ce serait un GMF, ce serait une clinique, ce serait à partir du moment où on reçoit $1 de la part du public, de la part de Santé Québec, ouvrirait droit à la plainte au régime d'examen des plaintes. Donc, c'est ce qui est projeté. A été inséré un article pour pouvoir mieux définir ce que veut dire toute personne. Parce que bien sûr, toute personne n'est pas toute personne. Hein? Donc, l'article 573.1 vient dire que le commissaire peut traiter une plainte conformément aux dispositions de l'article 597, tout conformément à celle du présent titre 597 de mémoire. C'est le rôle d'intervention du commissaire actuel dans la LCAPRES qui serait reporté dans le projet de loi 15. Donc, la plainte formulée par un usager ou son représentant à l'égard des services, puis la plainte formulée par une personne ou son représentant à l'égard des services du domaine de la santé. Pour une fois, on voit aussi la notion de où son représentant. Hein? C'est la première fois qu'on voit ça. Des articles comme ça n'existaient pas dans la loi sur la santé et les services sociaux tels qu'on le définissait. Était défini que quelqu'un qui recevait, reçoit ou devrait recevoir des soins, que je paraphrase, peut porter plainte. Puis ensuite, la définition de représentant n'était pas claire dans les articles suivants de la L4S, mais on se reportait à des articles généraux, qui est l'article 12 de la loi sur la santé et les services sociaux actuels, qui définit qui peut exercer les droits de l'usager. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mentionner que dans la projection qui est faite dans le projet de loi 15, il y a ceci. Il y a encore le fameux rejet sommaire. Le rejet sommaire existe toujours. Vexatoire, fait de mauvaise foi, frivole. Tout ça existe toujours. Il y avait eu un petit encore, le projet de loi initial mentionnait qu'une plainte qui est formulée pour un tiers par un membre de Santé Québec pouvait être acceptée. Ça a été supprimé du projet de loi. Et là, je ne me rappelle pas exactement les discussions, mais il y avait une question, je crois, de questions éthiques à travers. Donc, un employé pouvait se substituer au droit de quelqu'un si ce droit-là ne pouvait pas être exercé par quelqu'un d'autre ou s'il le faisait pour un membre de sa famille. Mais à ce moment-là, vous irez voir le détail des débats parlementaires, je dirais, pour en savoir un peu plus. Par ailleurs, les débats parlementaires sont particulièrement quand viendra le temps d'analyser ces articles-là, quand le projet de loi sera 100% approuvé par le Parlement et qu'on fera une analyse, on ira dans ces débats-là. Il y a à peu près un débat de 10 minutes par article et c'est fascinant le niveau de compréhension que les parlementaires peuvent avoir ou ne pas avoir du régime d'examen des plaintes en général. Mais ça donne des discussions qui, au bout du compte, sont des décisions qu'on pourrait qualifier d'informées. Dans ce cas-là, c'est débute à travers l'article 575, je ne dirais pas le débat, mais le bal qui a eu lieu entre le ministre Dubé et les oppositions sur la communication des commissariats aux plaintes avec les usagers, avec les tiers, avec les représentants. Et à travers tout le débat qui va suivre, jusqu'à la fin, quand je dis transparence tout à l'heure, on sait, vous et moi, que parfois les bureaux de plainte peuvent être opaques dans leur façon de traiter l'information, leur façon de faire. Okay? Elle est opaque avec les usagers puisque le récipiendaire de la recommandation, on va se le dire entre vous et moi, c'est pour le conseil d'administration et l'établissement. Donc, dans nos pratiques actuelles, le conseil d'établissement, le conseil d'administration a l'information sur les recommandations, sur les suivis, etc. Et à travers cet article-ci, on commence à voir le désir ministériel, le désir des oppositions de voir les commissariats aux plaintes et de baliser dans les articles les façons dont serait projetée la communication avec les usagers. Donc, de plus en plus, maintenant, comme les commissariats ne sont plus dans les établissements, là, je vais dire un gros mot qui a déjà été utilisé par Bernard Landry, je veux dire audi alteram partem.
Tout le monde a droit à sa parole. C'est-à-dire que l'établissement a droit de donner sa version au commissariat comme le, comme le client a le droit de le dire, comme le patient a le droit de le faire aussi. Donc, à partir de là, à partir du moment où les commissariats seraient mis dans une position de véritable neutralité à l'extérieur même à l'extérieur même des institutions publiques que l'on connaît, il doit y avoir un moyen de communiquer et une façon très rythmée de communiquer entre les intervenants. Et ça commence exactement ici où il commence à y avoir des obligations claires sur la façon de communiquer, les lettres des communications, comment on interagit. Et ça, c'est à travers tous les régimes par la suite. Le législateur a été très ouvert à ajouter des obligations de communication au commissariat. 576 voudrait dire, si adoption, que, si adoption, que dans le fond, une plainte visant un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme. Maintenant, les sages-femmes sont été ajoutées au fameux CMDP, au Conseil de médecine dentistes et pharmaciens, de l'envoyer à un médecin examinateur. Donc, c'est là où on voit aussi, pour la première fois, là, chez les commissaires, le médecin examinateur. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que le commissaire national qui serait créé par le DL15, puisqu'on ne peut pas présumer de l'adoption, qui serait créé, gérerait les médecins examinateurs pour la province en entier. Il gérerait aussi les opérations du comité de révision, du ou des comités de révision. Là, et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu la diade commissaire, médecin examinateur, cette diade-là, localement, ne serait plus celle que l'on connaît. Elle pourrait être autre chose, complètement. Ça ici est arrivé à une ou deux reprises, puis je l'ai mis, je l'ai gardé seulement pour vous montrer. Là, mais à certains endroits, il y avait encore certains reliquats d'informations provenant certaines obligations que le président directeur général de l'établissement, un ou une président directeur général de l'établissement, aurait envers le commissariat aux plaintes. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est, vous ne savez peut-être pas, mais un commissariat, un médecin examinateur peut s'adjoindre un expert externe pour des besoins qui sont ponctuels. Il doit demander à son conseil d'administration. Là, ben, il y avait eu des déférences au président directeur général de l'établissement. Ce qui semble être un petit peu allant à l'encontre de ce qui était prévu par l'esprit du projet de loi. Et si le projet de loi était adopté tel quel, ce serait le commissaire national qui gérerait l'expertise ou les experts. Donc, c'est une nouveauté en soi. Le commissaire transmet les conclusions qu'il tire à la suite de l'examen, les motifs qui justifient, les recommandations qu'il formule au conseil d'établissement. On ne parlerait plus de conseil d'administration, conseil d'établissement. Au conseil d'établissement au PDG d'établissement. Ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, les recommandations et les conclusions, mais on ne parle même pas de recommandations, on parle de conclusions. C'est-à-dire potentiellement, toutes les conclusions. Potentiellement, toutes les conclusions, le conseil d'établissement et le PDG de l'établissement les recevraient. Ce qui est quand même une nouvelle. Puis ensuite, dans l'article suivant, le commissaire doit être informé des mesures prises de cas échéant pour donner suite à une recommandation qu'il a transmise dans le but 581. Ce que ça veut dire, c'est que l'établissement a l'obligation de répondre. Cette obligation-là, à ce que je sache, aujourd'hui, n'existe pas. Donc, vous comprendrez que si on émet une recommandation, on aime être répondu. Dans la loi sur la santé et les services sexuels, je peux vous dire que c'est pas évident qu'on va avoir une réponse systématiquement ou rapidement pour l'usager. Dans le cas de figure dans lequel on est, si on se projette,
et que le projet de loi est autorisé, on verrait que l'établissement aurait l'obligation de répondre, ce qui est fort intéressant. Ce qui est de base, à mon avis, quand tu émets une recommandation qu'on soit répondu, mais il y a des choses de base qui doivent être renommées. 598 du projet de loi actuel, c'est ce qu'on appelle, nous, en ce moment, un 33.1, c'est-à-dire la situation susceptible de compromettre la santé et le bien-être. Le chaque commissaire dans chaque institution a une obligation actuelle sous 33.1 de le communiquer au ministre. C'est un processus de, s'il y a un enjeu, on le communique au ministre, on le communique systématiquement de mémoire au conseil d'administration, puis au ministre, on met le PDG en copie conforme. Quelque chose comme ça. Ça, c'est la procédure actuelle. Dans ce cas-là, on va un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on transmet directement au commissaire national et ajouter par la suite à 598.1 quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui a fait l'objet d'une discussion assez intense entre un député de l'opposition de l'Outaouais et le ministre. La réflexion de ce député-là, que je vais vous rapporter, était de dire, si dans un milieu de soins, il y a un enjeu très grave sur lequel un commissaire se tâche, sur lequel il émet des recommandations, serait-il utile que les autres personnes dans le milieu de soins, ou en tout cas les familles, soient avisées de la situation problématique et des mesures pour redresser tout ça? Et ce qui arrive dans cette situation-là, ce que vous voyez en 598.1, c'est le résultat de cette délibération-là entre le ministre et les gens de l'opposition. Donc, ce que vous voyez, c'est la publication sur son site Internet de tout moyen propre à atteindre les personnes concernées, les conclusions et le cas échéant, les recommandations transmises. Ça, c'est une nouveauté projetée, fort intéressante. C'est quelque chose qui n'existe pas. On s'entend les conclusions actuelles et les recommandations. Les conclusions sont faites pour le client qui vient nous voir, donc pour le patient ou son représentant. Mais les recommandations sont faites pour le conseil d'administration. Ça, c'est la loi sur la santé et les services sociaux actuels. Ça vient changer pour les milieux de vie, je dirais là. Ça vient changer la donne. Commissaire national aux plaintes, il y a eu énormément de discussions quand je vous disais transparence et communication. Ce qui est projeté avec le projet de loi 15 serait que la procédure, on parle de la procédure d'examen des plaintes, à l'article 106, doit déterminer, encore une fois, il y a eu des discussions avec l'opposition sur 4 choses. Les types de recommandations et de conclusions à formuler, parce qu'ils se sont dit, il y a quelque chose à mettre dans le projet de loi pour forcer un Santé Québec de faire certaines choses d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit la procédure doit déterminer au moins ceci. Les titres de recommandations et les conclusions formulées par un commissaire, ou autre, celle visée à 598.1, qui est celle qu'on a vue précédemment, celle à publier sur le site web. Les informations reçues par un commissaire et les mesures prises à la suite des recommandations qui doivent être diffusées, à qui ces recommandations, conclusions et informations doivent être diffusées, et toute autre modalité de cette diffusion-là. Jean-Philippe, juste te dire que le temps file. Oui, j'arrive à... Si on veut répondre à quelques questions après. Oui, il me reste 2 slides. Ah oui, parfait. J'arrive à la fin. Puis je ne veux pas que ce soit trop ardu non plus. Là, on s'entend, j'ai fait des choix ici aussi. Là. Mais les 2 slides, c'est ça. Connaissez-vous vos droits des usagers? Parce que tous ces droits-là sont reportés dans le projet de loi. Les articles que vous voyez, et ça provient du site Internet de l'RPCU, qui est probablement, à mon point de vue, la référence pour aller voir quels sont vos 12 droits. Si vous pensez qu'il y en a 11, non. Si vous pensez qu'il y en a 16, non plus. Il y en a 12. Il n'y en a pas 24, il n'y en a pas 16, il y en a 12. Connaissez-vous vos droits? Je vous invite à aller voir le site web du RPCU et à s'assurer que vous les comprenez pour pouvoir les opérationnaliser dans votre
dans votre quotidien. Comme commissaire ou même comme commissariat, on essaie d'opérationnaliser aussi ces droits-là, parce que c'est sur ça que les usagers portent plainte. Tous les rapports annuels que vous voyez de vos commissaires, les belles statistiques, tout ça, tout est basé sur des motifs ministériels qui proviennent de ces 12 droits-là. Donc, les connaissez-vous? Et surtout, bientôt, le droit de porter plainte demeure, mais il y aura des changements notables sur la façon dont les commissariats je vous dirais, j'ai arrêté le share screen. Oui, OK. Oui. Donc, la façon dont va être opérationnalisé éventuellement, si le projet de loi est autorisé par le Parlement, va changer. La communication, je dirais, est plus grande, la transparence va être plus grande, et les critiques qui sont entendues depuis des années sur l'opacité de l'opérationnalisation des examens, des conclusions, à qui ça s'en va les recommandations. Bientôt, ce sera inscrit dans une nouvelle loi qu'on espère que le législateur va voter après avoir regardé ardument, article par article, 10 minutes par 10 minutes, le projet de loi de au-dessus de 1180 quelques articles. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous communiquer. Ce que je vous communique là, c'est pas de la fiction. C'est-à-dire que c'est une réalité observable. Cependant, comme je disais, j'arrête pas de le dire depuis le début, je ne veux pas laisser entendre que tout ce que j'ai présenté aujourd'hui non plus va être appliqué tel quel. Il pourrait y avoir des changements encore, et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui ne serait qu'une fiction que vous auriez vue une fois avec moi en 35 minutes. Voilà. Bien, merci, Jean-Philippe, c'est très, très intéressant. Puis surtout, l'aspect que tu nous as bien fait, valoir que tout le processus du dépôt des commissions parlementaires, des revendications et tout, puis le fait aussi que, comme tu le dis si bien, ce n'est pas encore adopté. Donc, mais comme tu le dis si bien aussi, ça donne une bonne idée de ce qui s'en vient. Puis c'est rassurant pour les usagers de voir qu'il y a déjà du monde comme toi, des personnes comme toi qui analysent la situation. Et je veux juste dire à nos membres que nous, le RPCU, on est là aussi pour vérifier tous les autres aspects concernant la mise en place de cette loi-là au niveau des usagers. Donc, c'est ça. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes pour prendre des questions. Je sais qu'il y a monsieur Il y tantôt avait qui au moins avait... deux questions dans Oui, le chat de M. Foucault. oui. Est-ce à dire que les CEU sont relevés de leur rôle d'informer les usagers et de leurs droits et obligations? Non, absolument pas. Ce qui est projeté, c'est qu'il y a plus qu'une personne qui le porte. Vous ne trouvez pas des fois que c'est un peu lourd d'être le seul à porter ça et que là, que l'institution pourrait aussi le porter? Bon. Voilà. On a ce rôle-là, nous ici, on se concentre énormément sur le droit de porter plainte. Donc, des fois, on est un peu moins agile sur les autres droits. Je vais regarder l'autre. Est-ce que la loi 15 encadre les établissements privés? Oui. Elle encadre tout ce que Santé Québec embrasse d'$1. Donc, c'est ça qui arrive. Gardez ça en tête. À chaque fois que Santé Québec vient donner un bisou d'1$ à un établissement, ça inclut les établissements privés, le projet de loi 15 prévoit, s'il est adopté, que les plaintes continueront d'entrer des établissements privés conventionnés, les RIRTF, les ESSAD, les RPA, ce qu'on appelle aujourd'hui les 108 L4S, là, ceux qui sont contractuels avec les CIS, les CIUS et les établissements publics. Donc, ça continue. La terminologie va changer, mais ultimement, on prévoit même une légère ouverture vers d'autres types de services qu'on ne couvrait pas avant. Il y a des validations à aller voir quand la loi sera adoptée, évidemment. On a quelqu'un au téléphone, 418. Oui, au téléphone, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Ça ne fonctionne pas. Donc, je passerai à M. Patrick Cotenay. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était très apprécié.
Moi, je voudrais savoir, dans cette histoire de nomination des commissaires en plainte au niveau national, est-ce qu'il va garder son indépendance malgré tout face à Santé Québec? Et les commissaires aux plaintes qui sont actuellement dans les divers établissements, si je comprends bien, il risque d'y avoir une certaine centralisation de toutes les plaintes qui vont aller au commissaire aux plaintes national. Donc, la décision du commissaire aux plaintes au niveau, je ne sais pas comment dire, régional ou Ben, au elle niveau devrait demeurer locale. de... Selon ce qui est entendu en commission parlementaire et ce qui est entendu publiquement, c'est que le commissaire national, si on commence par là, on commence par en haut, le commissaire national va relever du conseil d'administration de Santé Québec. Ce ne sera pas sous le PDG de Santé Québec. Donc là, on ne fait pas un pas en arrière. On ne fait pas un pas en arrière d'il y a 15 ans. Localement, ce qui est entendu, c'est que les commissaires sont nommés par le conseil d'administration de Santé Québec, mais sont coordonnés. Là, je dis patron, on va parler plus de coordonnateur. Localement, les décisions vont encore se prendre localement. C'est ce qui est entendu aussi à l'intérieur des discussions. C'est ce qui est désiré par le législateur aussi. Y a-t-il une perte d'indépendance? Moi, je pense que plutôt on relève notre niveau d'indépendance à un autre niveau. Maintenant, comment ça s'opérationnalise? Ça va être dans le règlement, ça va être dans la façon dont Santé Québec va penser le rôle du commissaire national. Et c'est pas le ministre qui va le nommer, et ça fait partie d'une petite discussion qui a eu lieu en commission parlementaire. Je peux vous la rapporter. Le commissaire national va être nommé par le gouvernement et non par le ministre. C'est-à-dire, c'est le secrétariat, le SES, mon Dieu, le secrétariat des emplois supérieurs qui va nommer le commissaire national. On va présumer que ça va être quelqu'un de compétent et ce ne sera pas quelqu'un qui va faire du micromanagement de gestion dans les dossiers clients. À ce moment-là, ce serait une vraie perte d'autonomie, de réalité indépendante. Cependant, il y a tout de même à peu près 55 000 insatisfactions nommées à travers la province à chaque année. Il serait vraiment très difficile de venir faire de la microgestion. Mais le ministre parle souvent du cas de Mme Bourassa à qui est passé à Sainte-Mary's. Un député de l'Outaouais dont le nom m'échappe parle souvent d'un dossier d'une RPA dont la conclusion de la commissaire s'est trouvée dans les mains des médias et qui n'était pas fait pour être public. Donc, il y a la toast au beurre de pinot, il y en a plein d'autres, là. C'est des cas un peu étranges qui auraient pu monter au ministre plus rapidement, mais nous, on est bloqué au niveau des conseils d'administration, donc on peut pas, il y a de l'information qu'on ne peut pas communiquer publiquement non plus. Moi, je ne peux pas, actuellement, dans la loi sur la santé et les services sociaux, aller devant un média et dire, j'ai eu tel dossier, voici le résultat. Ça, c'est ma mort professionnelle, comprenez-vous? Là, dans le cas dans le projet de loi 15 qui est projeté, c'est qu'il pourra y avoir cette voie de sortie-là pour les individus. Donc, dans certaines cas. Mais si Merci. toutes les plaintes vont, je m'excuse, je veux juste poser une dernière question. Oui, Si allez-y les vite. plaintes remontent jusqu'au sommet, jusqu'au commissaire aux plaintes, vous allez prendre une décision au niveau local. Est-ce que le commissaire aux plaintes au niveau national peut renverser votre décision au niveau... Selon ce qui est projeté actuellement dans le projet de loi 15, il n'aurait pas ce pouvoir-là. OK. Il a le pouvoir d'apporter les recommandations à un autre niveau. C'est comme son rôle, c'est de faire monter les enjeux. Je le résume, là. Si c'est adopté tel quel, son but, c'est de faire monter les enjeux en haut. On va réessayer la personne au téléphone. C'est caricatural, Oui. mais Oui, la personne au téléphone, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. M'entendez-vous? Oui, on oui, vous entend. tout à fait. OK. Alors, mon nom, c'est Marcel Fréjot du Comité des usagers privés, mais on est en voie de conventionnement. Ça concerne le comité de vigilance. Oui. Alors, moi, nous autres, j'ai une réunion la semaine prochaine avec le comité de vigilance. Vous avez dit dans le comité de vigilance qu'il faut se rapporter à notre CA.
Mais étant privé non conventionné, on n'a pas de CA. C'est le propriétaire La qui loi actuelle, représente. oui, la loi Ouais. actuelle, si je me rappelle Oui, bien, réfère au propriétaire. oui, Réfère au c'est ça. Oui. Mais ça veut-tu dire que, ben, après ça, la sous-question, puis quand vous avez fait la définition de ceux qui ont le droit de porter plainte, là, toutes les relais, un coup qu'on va être conventionné, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir, bon, là, je vais perdre, je viens de perdre, bon, un coup qu'on va être conventionné, est-ce ils vont être obligés de fonder un comité d'usagers, un CA, excusez-moi, pardon. Et une entreprise privée demeure une entreprise privée. Et Oui, mais si on devient je suis pas conventionné, avocat. Je suis pas avocat, vous comprendrez que non, ça, non, c'est non, OK. vraiment Mais du. si on est conventionné, j'avais dit le moins de dollars qu'on va pouvoir. En tout cas, on va attendre les résultats de la loi. Mais je pense que je décèle ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que votre monde va pouvoir porter plainte? Est-ce qu'il va y avoir un comité de vigilance? Puis ça va-tu être amené Ouais. en haut? La réponse est oui, oui, oui. Oui, Déjà, oui, 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 dans la L4S actuelle. Ce qui est projeté oui. avec le projet de loi 15, ça ne changerait pas, si j'ai bien compris. Bon. Ça demeurerait tel quel, mais si je suis vous, je ferais peut-être une rencontre avec le RPCU sur cette question-là, c'est-à-dire dans le contexte du comité d'usagers que vous avez actuel, quelles sont vos obligations? Je suis sûr qu'il y a un moyen pour eux de vous aider. Oui, ça va bien. La dernière sous-question, vous avez parlé des 12 doigts. Oui, Alors, nous autres, on est sensibilisés qu'il y a un 13e doigt qui s'en vient. Ça va être dans le futur, là? le 13e droit. C'est le droit L'aide le droit médicale à médical à mourir. mourir. Il est inclus dans Ah, le droit au service. OK, parfait. Merci OK. beaucoup. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je me rappelle, quand j'habitais aux États-Unis, il n'y avait jamais de 13e étage. C'est tout le temps, tu passais du 12 au 14. Fait que dans ma Parfait. tête, ça demeure 12. Ça Puis, demeure 12. En Israël, c'est pareil. Voyez-vous, c'est la même chose. Merci beaucoup. comme l'a bien dit Jean-Philippe pendant sa présentation, nous, on maintient le cap avec les 12 droits de la L4S. Donc, Parfait. ouais. Je donne la parole à François. Oui, François. Je pense que j'avais oublié le micro encore une fois. Alors, merci pour la présentation. Mon intervention va être assez rapide parce qu'on en a répondu une partie. Il y a une chose que je suis très, très, très content, c'est l'affaire de la diffusion, de la responsabilité des instances de communiquer les droits des usagers. C'est une demande qui avait été faite à Mme McCann là, en 2018. Alors, au moins, ça va être mis en place, cette chose-là. L'autre chose, du côté des commissaires, souvent, les commissaires vont nous faire des recommandations aux établissements. Comment s'assure-t-il que les choses sont toujours mises en place? Et je prends un exemple aussi niaiseux, qu'un soleil qui se lève d'un côté et qu'il n'y a rien pour empêcher le soleil le matin. Et on a dit oui, on a réglé la chose, mais si on va voir le règlement, comment ça a été réglé, on a tout simplement mis un rideau ou un drap pour pouvoir empêcher la chose. Alors, je me dis, c'est niaiseux, mais Je vous explique un peu le milieu dans la L4S actuelle. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous, ici, on fait les recommandations. Une recommandation, on peut y dire non. Donc, déjà, la base, ça, c'est la base de la base. Une recommandation, ce n'est pas un oui automatique. Donc, c'est un oui, c'est un non. On commence avec ça. Une recommandation, ce n'est pas une obligation. On fait des examens, pas des enquêtes. Et ce n'est pas une décision qu'on rend comme un tribunal administratif, mais une conclusion avec une recommandation. Bon, on commence avec ça. Deuxièmement, nous, en tout cas ici, moi où je travaille, je demande des preuves. Je demande des preuves de la mise en place de la recommandation. S'ils me disent oui, on va la faire, ben, ils vont me dire dans quel délai ils vont la faire. Puis ensuite, ils vont me faire la démonstration qu'ils l'ont fait. Par la suite, on a eu tendance dans les dernières années, comme commissaire, je vais parler ici, je ne vais pas parler de partout, là, mais
à ne pas être très directif dans le résultat, mais le moyen. C'est un choix organisationnel. Ce qu'on disait, c'est vous devez améliorer l'accès, baisser le taux de luminosité. Mettons, on va reprendre notre exemple. Baisser le taux de luminosité dans telle pièce. Là, il va mettre un petit voile, tu sais. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant? Moi, je leur ai seulement demandé de baisser le taux de luminosité. Je ne leur ai pas dit par combien d'unités de lumière. Okay? C'est ça qui est un enjeu avec les recommandations. Mais à une époque, on pouvait être très, très près du terrain. Là, revenez il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand les commissaires étaient un par établissement. C'est plus le cas aujourd'hui et ce ne sera pas dans l'avenir non plus. Moi, je couvre 170 sites de soins de santé et de services sociaux sur 54 km². Est-ce que c'est possible que je sois partout? Non. Donc, il y a une question comme de bon sens, mais il y a une question aussi de comment tu écris ta recommandation. Pour être franc, il n'y a pas de bonne méthode. Puis des fois, il faut recommencer plusieurs fois pour avoir les résultats qu'on veut. On peut le prendre en plainte, on peut le prendre en intervention. On peut trouver que la mesure est suffisante, comme on peut trouver que la mesure qui a été installée est insuffisante. À ce moment-là, on a une série de moyens de mesure. On discute avec l'établissement pour pouvoir s'assurer que la mesure soit mise en place. Ça ne veut pas dire que parce que possiblement dans le projet de loi 15, les commissariats seraient retirés sous les établissements, qu'on n'aura plus jamais de contact avec l'établissement, qu'on va arrêter de parler au directeur. Je suis en lien avec les directeurs, avec la direction générale, à tous les jours sur une multiplicité d'enjeux. Et moi, je ne vais pas mettre le rideau dans la fenêtre. Comprenez-vous? Là, à un moment donné, il y a plein d'affaires que je fais, mais ça, c'est le bout, je ne le fais pas moi-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, qui prenne les mesures pour les usagers, et c'est à l'établissement à le faire. Que ce soit maintenant ou que ce soit demain avec un tout autre projet de loi, ce serait la même chose. Merci. Monsieur Guy Désilet, puis après la réponse à Monsieur Désilet, qui sera la dernière question, on va enchaîner avec Madame la Présidente pour le mot de la fin, puis remercier, comme il se doit, Monsieur Paiement. Oui, Monsieur Désilet. Oui, bonjour. Dans le fond, l'autre question que j'avais, c'est pouvait arriver, et déjà arrivé, que la recommandation du ou de la commissaire ne soit pas tenue en compte par l'établissement. Et à ce moment-là, ben, l'usager devait se retourner vers le protecteur du citoyen. Oui. Est-ce que les cas, ces cas-là vont être rendus publics aussi, des cas qui vont être transmis au protecteur du Ça, citoyen? c'est quelque chose que je ne sais pas encore. J'ai pas de... OK. Mais vous comprenez ma question, c'est que dans le fond, il pourrait y avoir certaines recommandations des commissaires qui ne sont pas adaptées, mises en place par l'établissement, donc ils vont se retrouver sur une voie en appel, si on peut dire, là, vers le protecteur du citoyen. Oui, on peut le dire comme ça. Mais de toute façon, que la recommandation soit au goût de l'usager ou pas, il y a toujours le droit d'aller la contester devant le protecteur du citoyen. Ça ne changera pas la loi sur le protecteur de l'usager, parce qu'on parle du protecteur du citoyen, là, mais le protecteur du citoyen joue le rôle du protecteur de l'usager, tel qu'on le connaissait il y a 10 ans. Ce droit-là est encore ouvrable selon ce qui est inscrit dans le projet de loi, puis ce qu'on pourrait projeter en cas de vote, c'est que ce serait la même chose. Donc, si la recommandation est rejetée, mais l'usager peut procéder vers le protecteur du citoyen sans problème. En sous-question, c'est dans le fond, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, ce serait facile pour l'établissement de ne pas adhérer à la recommandation du commissaire? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a comme à une étape nationale, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, wow, c'est là où le comité de vigilance et de qualité entre en jeu. Et même actuellement, si on peut parler de la L4S actuelle, moi, je verse tout au comité de vigilance et de qualité. On a les dossiers acceptés, on a les dossiers en suspens, on a comme des dossiers, je dirais, en rouge. À ce moment-là, moi, je les amène, je fais qu'est-ce que vous pensez de la recommandation? Il y a des fois où ça passe et des fois où ça ne passe pas. Localement, ce qui est projeté avec le projet de loi 15, c'est qu'il y aurait l'autre étape au-dessus, qui serait d'aller au comité de vigilance et de qualité nationale, si l'enjeu local peut être entendu au national. Ça, c'est sous réserve de tout changement, là, mais
c'est pas parce que cet établissement dit non que c'est une fin. C'est-à-dire, tu sais, puis nous, pour être bien franc aussi, on a de la suite dans les idées. On revient avec les enjeux. C'est pas vrai qu'on les laisse tomber 100% du temps, là. On s'entend qu'il y a des enjeux qui sont plus locaux, plus localisés, des problèmes de peinture qui décollent ses murs, etc. On demande une fois, deux fois, après ça, on fait, regarde, tu l'as fait, ton maudit mur. Mais pour des problèmes qui sont plus d'ordre transversaux, d'ordre d'organisation des politiques, ah là, c'est une autre affaire. Et là, on peut revenir à la charge pendant longtemps. C'est pas parce qu'on n'a pas gain de cause pendant un certain temps que d'ici 1 an, 2 ans aussi, on n'aura pas gain de cause à travers le temps. La direction, pour être bien franc, il faut être tough au corps. La direction change. Des fois, le vent public change. Puis là, tout d'un coup, notre idée qui était épouvantablement pas applicable devient applicable le lendemain matin, tout d'un coup, d'un article dans le Journal de Montréal. Ça fait partie de la vie. Puis comme je dis tout le temps, je dis, on joue le rôle de régler le problème individuellement, mais aussi il y a la force des nombres. Il y a la force des chiffres. À une époque, on pouvait me dire, moi, écoute, les 12 dossiers, là, on a vu 100 000 personnes cette année. Là. Les 12 dossiers, ça va rien. Bien là, si j'ai 1200 dossiers, c'est beaucoup plus difficile à ignorer. Donc, donc il faut que les usagers continuent à venir nous voir. Qu'il y ait changement ou pas, ça ne change rien dans ma vie à moi. Je vais toujours continuer de faire le travail tel que je le fais aujourd'hui, puis mes collègues à travers la province, la même chose. C'est pas nécessaire d'apprécier notre réponse 100% du temps. Je pense qu'on peut tous avoir un avis différent sur des choses, mais sur le fond, on doit s'entendre sur c'est quoi notre vision. Notre vision, c'est de durer à long terme aussi pour pouvoir avoir des changements en profondeur, puis il y a des changements qui ne se font pas à grands coups de claque d'en face publiquement. Il y a des choses qui doivent se discuter pour être réglées à très long terme. Le RPCU le fait avec le ministère pour tout ce qui est droit des comités. Nous, on le fait pour tout ce qui est droit des clients dans nos propres institutions. Merci pour répondre beaucoup. à votre question, les OBNL, oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais laisser Mme Tavernier, la présidente, te remercier adéquatement et lui laisser le mot de la fin. Ben, merci. Écoute, je pense qu'avec toutes les questions qui ont été posées, on aurait pu tenir encore plusieurs minutes. On aurait plein d'autres questions qui nous sont en tête. C'était une présentation extrêmement intéressante. On a appris plein de choses. Le RPCU va maintenir la bonne collaboration avec les commissaires aux plaintes. Puis, il y a tout un rôle consultatif qui appartient aussi aux commissaires aux plaintes. Vous avez tout l'examen des choses, mais vous pouvez aider aussi, accompagner, que ce soit la gestion ou les comités d'usagers, de façon préventive, avant qu'on aille à la plainte, de façon préventive, quand on veut implanter un changement. Vous avez un rôle consultatif qui est maintenu dans la nouvelle loi, je crois. Tout à fait, exact. Donc, les consultations qu'on avait avant existent toujours. On va toujours continuer à en faire parce que c'est une partie de notre rôle. On veut être, en anglais, ils disent sounding board. On veut être un endroit où on peut avoir une réaction de bon sens, même si des fois ça ne nous plaît pas ou la réponse ne nous plaît pas sur le champ. Des fois, avoir juste cette réaction-là nous donne la perspective ou vient renforcer ou nous faire changer l'idée. On veut garder ça. Ben, merci. Puis je pense que c'est le début. On va se faire d'autres rendez-vous comme ça parce que ça répond à un besoin nécessaire auprès de nos membres. Fait que merci beaucoup, M. Paiement. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Juste un petit rappel pour vous dire que pour conclure la semaine des droits, il y a une formation qui est offerte par le RPCU demain avant-midi. Il nous reste quelques places de disponibles. Donc, ce sera le premier arrivé, premier servi. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Mme Tavernier. Merci M. Paiement pour votre prestation aujourd'hui. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.